qui sont ces lobbies qui gravitent autour des institutions européennes? On pense qu'il y a à peu près entre 30 et 35 000 lobbyistes sur la périphérie de Bruxelles. L'Europe d'une gouvernance acéphale, dépolitisée, désincarnée, aux mains des lobbies, cette Europe-là, elle ne nous défend pas. La question n'est peut-être pas tant de savoir si l'Union européenne est aux mains de lobbies, que de savoir si la Commission européenne aurait pu se lancer sans s'appuyer et faire venir à Bruxelles en permanence des groupes d'intérêt économique représentant les professions, les différents secteurs d'activité. Les firmes ont plusieurs façons de voir leur intérêt représenté à Bruxelles. Soit elles peuvent ouvrir directement un bureau dans les rues adjacentes à la Commission européenne, soit elles peuvent aussi avoir recours à des entreprises de consulting, des firmes d'avocats, ou cotiser à des confédérations patronales européennes, sectorielles. Par exemple, dans le secteur de la chimie, une des plus grandes confédérations européennes, c'est le CEFIC, et donc elle représente les intérêts de 550 compagnies chimiques. Ces représentants d'intérêts, en général, ils interviennent dans les groupes d'experts lancés par la Commission européenne, donc les fonctionnaires de la Commission européenne, quand ils lancent une régulation, bien sûr, ils essaient en général de consulter un maximum les groupes d'intérêt économique. Au fil du temps, la Commission européenne a énormément externalisé vers l'extérieur son besoin d'expertise. Et sur tout un tas de dossiers, elle est très dépendante du point de vue donné par les représentants d'intérêts économiques. Et une des façons de répondre à votre question, mais en le prenant dans l'autre sens, c'est quelle est la capacité d'expertise propre et au service du grand public de la Commission européenne sur tout un tas de dossiers. Et le pouvoir des lobbies n'est jamais aussi fort, finalement, que sur des dossiers sur lesquels la Commission européenne n'a pas un point de vue déjà nourri par une expertise autonome. On a l'impression que des acteurs peuvent passer comme ça, de façon très simple, du public au privé, puis du privé au public. Typiquement, un commissaire européen qui va devenir directeur des affaires européennes d'un grand groupe pharmaceutique. Et donc, on appelle ça revolving door. C'est une référence aux portes tournantes, vous savez, comme dans les grands hôtels. Alors, la Commission européenne a essayé de réguler ce système-là en mettant des périodes de cooling, c'est-à-dire on oblige les gens à attendre avant de passer dans le secteur privé. Et donc là, à Bruxelles, on trouve beaucoup de processus de ce type-là, c'est-à-dire des gens qui vont acquérir une expérience et du coup une expertise sur la façon dont fonctionne le secteur public et après vont venir la vendre au secteur privé afin de faire un meilleur lobbying. Les groupes d'intérêt de type citoyen, les ONG, sont présents à Bruxelles. Ils y sont depuis moins longtemps, depuis surtout les années 90, alors que l'essentiel des groupes d'intérêt privés sont là des fois depuis beaucoup plus longtemps. Ces ONG citoyennes n'ont pas la même capacité de projection sur les institutions. Si vous comparez le CEFIC, qui est donc la grosse fédération de la chimie, et que vous comparez Greenpeace, qui est la plus grosse ONG environnementale à Bruxelles, vous avez un rapport de 1 à 10 pour tout ce qui concerne le budget, le nombre de salariés et donc aussi les capacités de se projeter sur les décisions. Ce qui fait que souvent les ONG vont prendre 1 ou 2 dossiers sur lesquels elles vont dramatiser une question, par exemple une molécule, bisphénol A ou un certain type de débat, alors qu'en face on a des groupes d'intérêt privés qui eux vont plutôt engager des spécialistes, des toxicologues et pas tant faire des campagnes publiques que d'essayer d'avoir un dialogue direct avec les responsables des agences chimiques ou les responsables des agences techniques. Alors, depuis 2006, on a eu tout un tas de politiques qui ont essayé de favoriser la transparence, à la fois au niveau européen et au niveau national. Donc là, on a créé des registres, en fait, qui obligent les lobbyistes à s'enregistrer pour pouvoir rentrer au Parlement ou rencontrer des responsables. Ce qui fait qu'on commence à avoir une photographie de plus en plus juste de ce phénomène et de savoir qui est présent à Bruxelles. Maintenant, la question qui se pose, une fois qu'on a eu cette première vague de transparence et de mise en place de ces registres, c'est comment on pourrait mieux réguler ce travail d'influence et éventuellement limiter les formes de corruption qui existent toujours dans ce type de système. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les groupes d'intérêt sont ceux qui ont la permanence la plus forte. Et même si on redonne de plus en plus de pouvoir au Parlement européen, il faut bien voir que le système de régulation, de production des régulations au niveau européen donne beaucoup de poids, un entre-soi, un huis clos, entre les bureaucrates de la Commission et les représentants d'intérêts économiques. Donc je dirais qu'il faut remettre à sa juste place ce qui serait le pouvoir d'un député dans ce système-là.